Nous voici maintenant dans la salle Paris Terminal avec une vue. Moi, la première fois que je suis venue, j'ai eu le regard un peu captivé de ce ballet. C'est assez étonnant. Merci, Monsieur le maire, de nous accueillir sur votre ville. Merci à Monsieur Plateau de nous accueillir aussi sur son port. On va poursuivre donc cet après-midi avec quelques prises de parole, de retour d'expérience sur donc les thématiques de la logistique fluviale avec les enjeux de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle et territoriale. Tous ces sujets se concentrent sur le port de Gennevilliers. Je laisse la parole à Monsieur le maire pour un mot d'accueil de sa part. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc bienvenue à Gennevilliers. Mais le port autonome appartient à l'État, donc on n'est pas totalement on est sur le sol de Gennevilliers, sur le territoire de Gennevilliers, mais pas une propriété de la mairie de Gennevilliers, mais on travaille très bien avec le port. Gennevilliers est une ville de 47 000 habitants, 1200 hectares, 400 hectares du port, 400 hectares de zones d'activité économique et 400 hectares de zones d'habitation. Une des populations les plus modestes en termes de revenus, et une ville que le hasard a placée à peu près au centre du monde et qui nous permet de travailler un beau développement. Alors le port, pour nous, c'est moins un enjeu pour Gennevilliers que pour la métropole, que pour la région Île-de-France, voire même la France. Pour avoir participé à une réunion avant-hier sur l'axe Seine avec le maire du Havre, le maire de Rouen et tous les maires qui étaient le long de la Seine, l'idée, c'est d'arriver à développer le long de cette Seine un axe de transport moins polluant, puisque les péniches polluent toujours un peu, mais si c'est comparé à la tonne transportée, polluent nettement moins que les camions. Et donc d'arriver à augmenter le nombre de marchandises qui passent par la Seine est un enjeu extrêmement important, un enjeu écologique, mais aussi un enjeu économique, dans le sens où tout le long de cette Seine, on peut organiser aussi et développer des activités économiques liées aux marchandises ou aux déchets qui sont véhiculés. Sur Gennevilliers, d'ailleurs, l'enjeu, c'est d'arriver à faire, pour la métropole et pour la région Île-de-France, c'est d'arriver à faire en sorte que les marchandises viennent jusqu'ici de plus en plus par la Seine pour être ensuite redéployées sur les derniers kilomètres par des mobilités douces et moins polluantes. C'est un enjeu écologique extrêmement important. Le deuxième enjeu auquel on pense moins souvent, qui peut être en lien d'ailleurs avec l'économie circulaire, c'est de faire en sorte que les marchandises qui viennent aussi puissent être assemblées au premier kilomètre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le dernier kilomètre qui compte, mais ça peut être le premier kilomètre. C'est-à-dire que les marchandises qui arrivent pourraient être assemblées, usinées, travaillées en proximité. C'est pour ça qu'on essaie de travailler que nos 400 hectares de zones d'activité économique soient essentiellement dédiés à des activités productives et non pas à des activités logistiques qu'on souhaite maintenir dans le port, et que nous, dans la ville, dans la petite couronne, on soit plutôt sur des activités productives. Ça nous paraît aussi important que ce bassin d'emploi, puisque je vous l'ai dit, 47 000 habitants, 41 000 emplois à Gennevilliers, seulement 8 000 dans le port. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce bassin d'emploi, de ce bassin d'activité économique. 28% d'emplois industriels encore. Et donc qui reste à développer. C'est pour ça qu'on résiste sur l'idée de construire des logements proches de la Seine. Ça paraît toujours sympa, et c'est aussi, il y a tout un développement qui est assez juste, que je ne conteste pas, c'est-à-dire rendre la Seine et l'eau aux habitants. Mais chacun comprendra que si on construit ici, ce sera assez rapidement insupportable pour les habitants, et donc c'est ici ça va partir. Pareil dans la zone d'activité économique. Donc il faut arriver à garder ce zonage à l'échelle métropolitaine. C'est un enjeu important à sauvegarder. Et ensuite, le port est un enjeu pour l'économie circulaire. Par exemple, tous les déchets de la construction du métro de Grand Paris sont traités, enfin sont véhiculés ici pour être traités plus loin. Il y a du traitement de la ferraille, et du retraitement pour le renvoyer, pour que ce soit traité beaucoup plus loin que dans notre zone d'activité. Et ce qui fait que dans notre ville, on arrive à capitaliser sur l'économie sociale et solidaire. Nous avons plus de 2000 emplois qui dépendent sur les 47 000, donc on peut encore progresser, mais qui dépendent de l'ESS. Et on compte 200 structures économiques qui sont de l'ESS, et on continue d'en accueillir beaucoup.
y compris dans l'économie sociale, sur du recyclage. Il y a Tricycle ici, enfin, il y a 200 boîtes quoi, qui se développent et il y a de la demande pour pouvoir s'implanter et travailler à ce développement dans notre territoire. Et nous, on y veille parce que la question du recyclage est extrêmement importante pour être économe en ressources. C'est important que ce soit dans l'économie sociale et solidaire parce que ça peut être la démonstration qu'on peut faire de l'économie autrement, pas simplement par l'accaparement de la richesse créée, mais aussi pour créer du bien-être et puis mieux le répartir entre les salariés, théoriquement. C'est comme ça dans le SS. Donc ce sont des facteurs importants de développement. En tout cas, le port, pour nous, est un enjeu qu'on défend depuis longtemps et qu'on continuera de défendre. Et l'enjeu auquel on est en ce moment absorbé avec la direction du port, c'est comment on densifie les activités économiques dans le port comme dans la zone d'activité économique pour arrêter de manger des terres agricoles et donc de faire en sorte que là où il y a de l'activité économique, on essaye de la faire monter en étage pour être plus économe en terre et qu'on ne travaille pas sur les terres agricoles du Val d'Oise, de la Seine-et-Marne et ailleurs, qui devraient plutôt être orientées vers de la production maraîchère pour nourrir la métropole du Grand Paris. Et ça, c'est un enjeu politique important qui peut mener des contradictions parce qu'effectivement, là, on a un projet de construction d'un entrepôt de 4 étages. Forcément, les pavillons qui sont en face sur les berges d'Épinay, ils sont un peu moins contents d'avoir un entrepôt de 4 étages. J'ai tendance à dire que quand ils ont acheté leur pavillon, ils savaient qu'il y avait un port en face. Et que ce port a une vocation à se développer d'un point de vue économique et que l'enjeu public, c'est qu'on puisse avoir une capacité ici, proche de Paris, à entreposer pour pouvoir redistribuer sur les derniers kilomètres les plus courts vers soit les entreprises, soit les personnes. Voilà rapidement brosser un peu quelques enjeux. C'est un port qui a été construit à partir de 1910, mais ils ont creusé à la pelle l'ensemble mais c'était un projet des années 1800 qui n'a pu apparaître en fait qu'à partir de 1910. En vrai, il a mis beaucoup de temps. Comme tous les projets urbains, en fait, le problème, c'est la durée entre l'idée et le moment où ça se réalise. J'espère que vous avez fait une bonne visite et puis je vous souhaite une bonne soirée dans la suite. Ça fonctionne? Si, vous m'entendez? Très bien. Bah, écoutez, passez après le maire de Gennevilliers. C'est un grand maire, on se voit souvent. On partage beaucoup d'idées sur les questions en particulier de transport de marchandises et de logistique. Moi, je suis eh bien, le responsable au sein de la métropole, au-delà d'être maire du Rincy, donc on est loin de ces bases-là. J'ai la charge donc de la logistique pour la métropole du Grand Paris. Comment on a réfléchi sur la métropole? On s'est dit qu'il manquait un poste et des actions sur les questions logistiques qui sont aujourd'hui qui ne sont pas pilotées. On estime qu'il manque d'ailleurs un schéma logistique national qui devrait, à partir des ports, qu'il soit sur le littoral, mais aussi sur les ports intérieurs, et puis l'ensemble des actions qui concourent à transporter les marchandises et à faire qu'elles soient délivrées, et en particulier par l'ensemble des 3 modes principaux terrestres, que sont le mode routier, le mode ferroviaire et le mode fluvial. Et donc, on a mis en place un pacte logistique métropolitain. La métropole date de 2016, donc c'était une jeune entité. En 2018, eh bien, ce pacte a été lancé et nous l'avons un peu réformé en 2021, juste après les gros épisodes de Covid, pour pouvoir s'adapter encore plus à eh bien, ce qu'il faudrait réglementer. Nous partons d'un constat, c'est qu'il y a énormément de travail réalisé dans la logistique. Il y a 1 800 000 personnes qui travaillent dans la logistique en France. Et évidemment, il y a une concentration en Île-de-France, dans la grande Île-de-France, sur ces sujets. Il faut organiser à partir du moment où la digitalisation, chacun appuie sur son petit bouton chez soi pour être livré, ou va être livré par son commerce de proximité, ou va être livré par son supermarché. Et tout ceci se multiplie. Donc on voit se multiplier l'ensemble des flux
qui ne sont pas organisés. Alors ce n'est pas nous, en tant que responsables politiques, qui allons organiser, mais il faut tenter de juguler certaines tendances, parce que le risque qui existe, c'est la thrombose des centres-villes, c'est la thrombose de certains axes, et puis c'est aussi, en termes sanitaires, un impact très important. On voit beaucoup d'affiches, on voit des écrits sur les ponts, sur les 48 000 morts par an. Dans notre pays, c'est probablement un tout petit peu plus. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les activités qui sont polluantes ont un impact sérieux sur la durée de vie d'une partie de nos populations. Voilà, donc ça c'est le schéma. Donc on a lancé ce pacte logistique métropolitain, et à l'intérieur de ce pacte, nous avons mis en place différentes actions, et notamment en poussant à certaines innovations. Je ne vais peut-être pas vous citer toutes les innovations que nous poussons aujourd'hui, mais ce qu'il faut, c'est que le logisticien, c'est-à-dire celui qui va organiser le transport, le transfert des marchandises pour le chargeur c'est celui qui détient la marchandise. Le marchand, celui qui fabrique les pâtes, celui qui fabrique des meubles, celui qui va fabriquer des automobiles, c'est-à-dire des choses de petite taille à forte valeur ajoutée, ou des produits de grande taille qui n'ont pas forcément de grande valeur ajoutée, mais qui sont très utiles pour la vie de nos concitoyens. Cette organisation, il faut faire en sorte qu'elle soit, encore une fois, organisée. Parce que les logisticiens, quand ils arrivent aujourd'hui dans une commune, il y a 130 communes, 131 communes dans la métropole du Grand Paris. On a à peu près un peu plus de 200 réglementations de circulation et de stationnement. Vous savez, les maires signent des arrêtés. Ils sont très jaloux d'ailleurs de ce pouvoir de police. Je ne sais pas si tu l'es, toi, Patrice, mais bon, voilà. Donc, les maires souhaitent organiser les circulations, et en particulier des véhicules qui transportent des marchandises. Il y a une organisation qui fait que localement, au niveau communal, cette réglementation est extrêmement différente. Et donc, ce que l'on souhaite au niveau de la métropole, c'est qu'on puisse uniformiser, pas sur l'ensemble de la métropole, mais par plaque, ces réglementations, pour que les logisticiens soient plus rentables, pas en termes forcément économiques, parce qu'après c'est leur job de faire ça, mais en termes environnementaux. Il n'y a rien de pire que de voir des véhicules qui sont souvent à moitié vides et qui circulent dans les villes pour aller trouver la destination. Donc la réglementation de la circulation de ces véhicules et de leur stationnement est extrêmement importante, et c'est un peu le sens d'une des actions que l'on peut mener. Ce que l'on mène comme opération à titre expérimental sur Argenteuil, c'est pas très loin d'ici finalement, c'est d'ailleurs dans le cadre d'une opération européenne, on a choisi un site et puis on va démultiplier cela, c'est le fait que l'on puisse avoir une surveillance des aires de livraison et que cette surveillance permette en fait d'être reprise par un logiciel, par les logisticiens eux-mêmes. Parce que quand vous arrivez avec votre véhicule pour livrer et puis qu'il y a déjà un de vos concurrents ou même des fois un véhicule de votre propre société, vous circulez, vous allez ailleurs, et évidemment c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie importante, et puis c'est évidemment un impact environnemental non négligeable et un impact économique non négligeable. Donc il est important de pouvoir organiser cela. J'ai même des villes, on a eu plusieurs, l'autre jour j'étais avec la Poste, qui vous le savez a plusieurs filiales de transport de marchandises et de livraison, et donc de logistique, qui nous signalaient quelques communes où à certaines heures, lorsqu'on va dans une commune livrée, on peut se retrouver au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure après, à ne plus pouvoir sortir de la commune parce que les arrêtés qui sont autour interdisent en fait la circulation de cette typologie de véhicules. Voilà, donc il est important qu'on puisse organiser cela, et c'est ce que nous faisons. Donc ça fait partie des innovations que nous sommes en train de tester, comme nous allons bientôt lancer la possibilité d'aider les communes qui vont mettre en place des autopartages, des autos partagés, mais de véhicules utilitaires légers pour les petits commerces, mais aussi pour les concitoyens qui veulent faire des petits déménagements ou des transports de meubles et autres. Voilà, donc ça fait partie de tout cela. Et évidemment, on a d'autres axes, et je ne vais pas les développer, mais on a un axe qui est très important, qui est la partie fluviale. Cette partie fluviale, et c'est la raison aussi pour laquelle on a souhaité être ici auprès de Patrice Leclerc, la partie fluviale, aujourd'hui, c'est 20 millions de tonnes qui sont transportées par le fleuve. Ce fleuve-là, qui est l'axe Seine, et comme l'a indiqué Patrice tout à l'heure, effectivement, il y a une entente aujourd'hui de l'axe Seine qui relie politiquement
alors que chacun a des idées politiques différentes, mais politiquement dans le sens de l'intérêt collectif et de la projection collective, eh bien, la communauté urbaine du Havre, celle de... ça grésille un peu, c'est ça? Il faut que je tienne comme ça? Bon. Celle de Rouen, mais également la métropole du Grand Paris et la ville de Paris. Et donc, cette entente-là, en termes de logistique, c'est la métropole du Grand Paris qui pilote cela. Et étant responsable de ces sujets-là, c'est la raison pour laquelle on me retrouve au Havre, à Rouen, ou même ici, chez toi, Patrice. Et donc, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, parce que, comme tous, on a fait le constat que le fleuve ne transportait pas suffisamment de marchandises. Et puis, quand on fait le constat qu'il y a encore énormément de place, vous savez, sur le ferroviaire, il y a des sillons ferroviaires. Eh bien là, il y a beaucoup de place pour transporter encore des marchandises. Pourquoi ne pas en profiter? Et donc, cet appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé, je crois, en avril, à l'occasion du Salon international du transport et de la logistique, avait pour objectif de proposer des quais, souvent partagés, au Havre, à Rouen, et puis sur la métropole et la ville de Paris. Donc ce que nous avons fait, c'est cette proposition d'une quarantaine de points, y compris sur des canaux d'ailleurs, parisiens, pour que des entreprises puissent répondre avec des projets en se positionnant sur le fleuve et souvent en passant de la partie routière jusqu'à à cette partie fluviale. Et donc aujourd'hui, on a 21 sociétés qui vont être primées d'ailleurs la semaine prochaine, le 18 octobre, et qui ont des projets extrêmement différents. Et ce qui est intéressant, c'est par segment, par typologie de produits. Quand vous avez Amazon, même si l'entreprise est décriée, quand vous avez Amazon qui se met sur ce sujet-là et qui dit, voilà, je vais faire du fluvial, très clairement, toutes les entreprises qui sont à peu près de taille relativement importante ou en fait dans cette dimension et dans cette typologie de secteur se disent, mais si Amazon le fait, pourquoi on ne le ferait pas nous-mêmes? Donc il y a un intérêt développé par ces entreprises. Quand Ikea se dit, on va faire du fluvial pour diffuser nos produits avec évidemment de la logistique vertueuse in fine, c'est-à-dire que quand on arrivera sur Paris avec nos meubles, avec l'électroménager, eh bien on pourra peut-être assurément, en tout cas c'est leur projet, eh bien faire en sorte qu'il puisse y avoir une diffusion avec des véhicules électriques jusqu'au cyclo cargo. Vous savez, c'est ces petits véhicules avec une aide à propulsion électrique et qui permettent de livrer l'équivalent d'une palette, donc jusqu'à 200 kg. Donc, quand vous avez des acteurs comme cela, eh bien, vous dites que... Et puis après, de façon anecdotique, effectivement, on a des projets de gens qui veulent diffuser dans tous les restaurants et lieux de convivialité sur Paris et la région l'ensemble des bières. Voilà, et donc, ils ont une organisation et ils souhaitent apporter en bateau l'ensemble de la production pour rediffuser sur l'ensemble des sites de convivialité parisiens et puis évidemment sur la banlieue parisienne. Voilà, donc c'est un ensemble d'éléments. On a Fludis, alors je ne sais pas si vous connaissez Fludis, mais certains vont peut-être dire oui, puisque c'est une entreprise qui finalement a su se faire connaître, qui n'est pas très importante, mais qui a, je trouve, l'intérêt d'avoir été pionnière sur certains sujets. J'étais encore l'autre jour avec eux sur leur bateau, où ils livrent notamment toute la partie tertiaire, c'est-à-dire tous les besoins pour les bureaux. Et donc, vous avez les vélos cargo qui sont chargés à l'intérieur du bateau, puis ensuite qui sont délivrés en fonction de différents postes parisiens pour aller livrer les entreprises qui ont besoin de papier ou de petits outils nécessaires au fonctionnement des bureaux. Voilà, donc c'est un élément important. C'est une vraie révolution parce que l'AMI qu'on a lancé, il n'y en a pas ailleurs en Europe sur le sujet, pas ailleurs en Europe. Et j'espère que d'autres métropoles, pour avoir discuté avec la métropole de Lyon et puis d'autres métropoles européennes, eh bien, souhaitent lancer également ce type de manifestations qui permettent aux entreprises d'aller vers le fleuve. Voilà, donc vous le savez, la Seine, c'est du vrac. On en a parlé tout à l'heure avec Cemex. On a vu que cette entreprise développait énormément la partie fluviale et surtout pour ne pas utiliser de camions. On a vu des barges tout à l'heure. On a les équivalents de 200 à 250 camions pour une barge.
donc qui sont monumentales effectivement, mais c'est une économie de trajet de camion. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que au-delà des conteneurs qui sont sur le port ici de Paris, qui passent par le fleuve, eh bien, on sait qu'il y a une capacité à pouvoir faire beaucoup plus par le fleuve. Et ce que le port du Havre a en projet depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire mettre en place une chatière. Alors à chaque fois, c'est vrai que les responsables du port du Havre parlent de la chatière, mais on ne comprend pas très bien parce qu'ils sont dans leur métier. Moi, j'ai été administrateur du port du Havre et à chaque fois, je leur disais, pendant 5 ans, et je leur disais, mais il faut vulgariser. Et la chatière, en fait, c'est la capacité de pouvoir passer de la partie maritime à une partie fluviale avec un même bateau. Grossièrement, c'est ça. Enfin, voilà, traduction, vulgarisée, etc. Alors on se dit, bah, oui, aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'on sait très bien que la partie maritime peut avoir des fluctuations très importantes, que tous les types de bateaux qui vont sur le fleuve ne peuvent pas aller forcément sur la partie maritime, et donc on pourrait avoir un passage beaucoup plus fluide. Et donc, pouvoir toucher le site qui est multimode sur le Havre, bon, puisqu'il y a un site multimodal sur le Havre qui permet d'être embranché notamment, et au bord de la Seine, et puis de pouvoir arriver ici et de faire qu'on puisse aller au-delà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais pour vous dire qu'on pousse, nous, au niveau de la métropole, dans l'intérêt de Gennevilliers, du port de Gennevilliers, mais l'intérêt de l'ensemble des filières, pour que les bateaux ne s'arrêtent pas que là. Qu'ils s'arrêtent là, oui, pour décharger, mais qu'ils puissent aller beaucoup plus loin. Alors, c'est le port de Bonneuil, et on sait, Patrice a un ami, mais c'est aussi un de mes amis, le maire de Bonneuil-sur-Marne, qui est très, très actif sur ces sujets-là, et pour qu'il puisse y avoir des relations très fortes entre Gennevilliers et Bonneuil, et que, on puisse avoir des barges qui poursuivent ou des barges qui aillent de ici vers d'autres sites, parce qu'il faut aller au plus loin de la clientèle qui va consommer les marchandises qui arrivent. Ça, c'est vraiment fondamental, et par un mode qui soit le plus vertueux possible. On sait que les ruptures de charge, vous savez, quand on passe d'un mode à un autre, coûtent très cher dans la chaîne logistique. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que, depuis quelques années maintenant, certaines entreprises y voient un intérêt de marketing. Voilà, il y a l'intérêt du respect de la loi, du respect de notre environnement, du respect de la collectivité, mais il y a un intérêt marketing. On l'a vu avec Franprix, on l'avait vu il y a quelques années avec Monoprix, qui faisait un peu de fluvial et qui faisait beaucoup de ferroviaire. Bon, les choses ont un peu évolué, et on sait que l'affichage même de faire du fluvial ou du ferroviaire est un élément qui peut capter une partie de la clientèle finale. Et ça, ce sont les sachants du marketing qui peuvent évidemment le mettre en avant. Donc, nous sommes dans une société qui tente à être vertueuse. C'est compliqué parce que l'origine, c'est le clic. Hein. Voilà. Et donc, je le disais l'autre jour, j'ai réuni dans ma commune une trentaine de jeunes, et puis on discutait des faits de société. Et je leur disais, je leur posais la question, mais est-ce que certains d'entre vous, il leur arrive de faire des commandes plusieurs fois par jour ? La réponse était oui pour beaucoup d'entre eux. Et quand on fait une commande plus une autre, on peut avoir 3 livraisons le même jour, ce qui est évidemment aberrant dans notre société. Donc il faut qu'on devienne toutes et tous, des consommateurs. On est des consommateurs, mais qu'on soit des consommateurs, je suis sûr que ça te plaira, ça, Patrice, et qu'on soit beaucoup plus responsables dans nos modes de consommation et dans nos modes de commande, pour que, effectivement, l'impact environnemental soit le plus réduit possible. Voilà, j'étais un peu long, mais je pensais que c'était important de vous dire ce que la métropole pouvait faire, modestement encore, et avec l'ensemble des autres acteurs institutionnels. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Genestier. On va continuer notre découverte, exploration du port avec Monsieur Plateau. Peut-être que je vous mets un micro. Vous avez également, tenez, pour passer vos slides. Alors, je vais peut-être juste faire un petit temps. Parfait. Voilà, on y est, c'est bon. Comme ça, vous pouvez Super. Librement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean Plateau, je suis le directeur du port de Gennevilliers à Aropaport. Alors, peut-être juste un mot sur Aropaport. On est jeune finalement. Hein, on a un peu plus on a 1 an et demi maintenant quasiment. On a été créé le 1er juin dernier, 1er juin 2021, et on est le premier port de France. Et on a une particularité, c'est qu'on a un grand port fluvio-maritime. Donc généralement un port c'est maritime. La particularité de ce port est effectivement
qu'il allie finalement à la fois un versant maritime, mais aussi son hinterland, et comme ça a été très bien dit, autour de la Seine. Alors, pourquoi en fait il y a eu cette volonté politique de créer cet établissement public, volonté portée évidemment par le gouvernement, mais aussi, et comme ça a été dit, par les collectivités de l'axe Seine, parce qu'aujourd'hui on traverse une période qui sera réellement probablement une révolution en fait dans le fonctionnement de nos sociétés, alors qui se traduit dans les politiques publiques, stratégie nationale bas carbone, 50% d'émissions de CO2 en moins à 2030 sur le bâtiment, 30% sur le transport, et on va bien au-delà en 2050. Zéro artificialisation nette en 2050, mais on vise déjà la division par 2 des émissions de la consommation d'espace. Enjeu de relocaliser la production finalement à proximité des zones de consommation, et notamment en France. Enjeu de zones à faible émission à l'échelle des métropoles, qui oblige en fait de repenser tout le système de distribution. Et puis au-delà de ces politiques publiques, on le voit aujourd'hui, des crises qui se succèdent, que ce soit la crise du Covid, la crise aujourd'hui, la guerre en Ukraine, mais qui génère une crise de l'énergie assez majeure, avec des prix de l'électricité qui explosent, des problématiques liées au gaz, qui imposent finalement de réinventer globalement tout notre modèle de production, d'essayer de le relocaliser sur l'axe Seine, et de le rendre beaucoup plus sobre. Donc finalement, Aropaport aujourd'hui, avec évidemment tout l'écosystème des collectivités et du territoire, c'est à la fois une offre maritime, donc d'import-export, mais qui est nécessaire parce que effectivement, même si on relocalise de la production sur nos territoires, on aura toujours besoin d'échanges internationaux, notamment vis-à-vis d'un territoire comme la métropole du Grand Paris. Une desserte de l'Hinterland qui doit être demain beaucoup plus décarbonée, qui ne peut passer notamment que par des modes massifiés. Il faut avoir en tête qu'un bateau, ça consomme 5 fois moins d'énergie qu'un camion, que la route. Donc c'est une solution en fait, c'est une réponse à cette sobriété énergétique. Et enfin, un corridor logistique et industriel qu'il faut transformer. Aujourd'hui, on est sur un corridor logistique et industriel qui est fortement carboné, autour de l'automobile notamment, de raffinerie, qui va se transformer demain, et sur lequel une des forces qu'on a identifiées, c'est clairement l'économie circulaire qui peut être générée notamment par la zone dense qui est la métropole du Grand Paris et l'Île-de-France, avec le bassin de consommation qui génère un certain nombre de déchets, mais qui demain, et qui déjà aujourd'hui forment une certaine forme de matière première finalement pour de la production, et qui donc est un enjeu probablement pour apporter finalement cette matière première et relocaliser de l'industrie sur l'axe Seine. Si on zoome à l'échelle de l'Île-de-France, Aropaport en Île-de-France, c'est 70 ports. 70 ports qui maillent le territoire avec 6 plateformes multimodales, dont celle de Gennevilliers, qui est effectivement la plus grande, raccordée fleuve, fer et route, et qui permet en fait de desservir la métropole avec cet appui finalement de ce réseau de quais en fait, qui desservent la métropole et qui permettent une desserte finalement relativement fine du territoire, avec des solutions qui peuvent être fortement décarbonées, puisqu'on a la solution notamment du fleuve. Si on zoome sur le port de Gennevilliers, quelques mots sur ce port qui est 400 hectares, c'est donc un tiers de la ville de Gennevilliers. C'est aussi le plus grand port fluvial français, c'est un des plus grands européens également. C'est à la fois très grand et très petit pour assurer la logistique de la métropole, et de fait l'ensemble de la logistique de la métropole ne passe pas par Gennevilliers, mais c'est de fait une ressource rare parce que d'une part elle est au cœur de la métropole, donc finalement elle permet cette logistique très fine de desserte à moindre coût, et parce qu'elle est desservie finalement à la fois par le fleuve, par les voies ferrées, mais aussi par la route, avec des axes autoroutiers de qualité.
Sur le port, on retrouve finalement, alors souvent j'aime, parce que tout le monde connaît Rungis, malheureusement Gennevilliers est peut-être un peu moins connu que Rungis, mais finalement Gennevilliers c'est le complément de Rungis, ou Rungis c'est le complément de Gennevilliers. Rungis c'est l'alimentaire, et Gennevilliers, c'est finalement un beau reflet de ce qu'a besoin d'une métropole pour fonctionner. Donc c'est à la fois des activités de logistique et de messagerie de produits finis. On a Ikea, on a France Boisson, c'est le groupe Heineken on a le groupe ACR, mais derrière c'est AD Distribution, les pièces auto. Donc enfin voilà, on a tout un tas d'entreprises ou de sociétés qui font de la logistique finalement de produits de consommation qu'on utilise au quotidien. On a une industrie du BTP, la construction évidemment de la métropole, et la reconstruction de la métropole sur elle-même est un élément important. Une économie circulaire qui se développe fortement, c'est tous les pavés orange sur la carte, avec notamment finalement la valorisation de nos déchets que l'on produit, qui redeviennent de la matière première, et puis un peu d'énergie, enfin de l'énergie, notamment des dépôts pétroliers, et de l'agroalimentaire, avec Grand Moulin de Paris qui produit de la farine sur le site. Autour de ce cluster d'entreprises, et ça c'est important aussi sur le fonctionnement d'une plateforme comme celle-ci, on retrouve tout un bouquet de services en fait qui ne peuvent exister justement que par la concentration de ces entreprises, et qui apportent finalement une certaine forme de circularité et de partage d'un certain nombre de ressources, que ce soit de la formation, une pépinière d'entreprise, la location de matériel, des transporteurs, des stations-service, on va en reparler. Voilà. La difficulté, effectivement, Patrice Leclerc en a parlé, c'est sur une plateforme industrielle comme celle-ci de travailler, et c'est un axe important pour nous également, sur la bonne intégration environnementale de la plateforme, et notamment la maîtrise de ses impacts et de ses nuisances. Voilà. Si on résume finalement les grands enjeux de ce port, hein, qui sont de répondre finalement à ces enjeux de transformation essentiels de nos fonctionnements, hein, pour tout simplement qu'on puisse continuer à vivre de façon agréable dans la métropole à un coût raisonnable, hein, de la logistique, puisque si les coûts de l'énergie explosent, le coût de l'approvisionnement de la métropole va exploser, pour qu'elle soit acceptable d'un point de vue environnemental. L'enjeu d'une plateforme comme Gennevilliers, c'est effectivement de répondre aux besoins de logistique durable de la métropole et de la région Île-de-France, en mettant à disposition des espaces finalement par rapport à ces besoins qui évoluent en permanence. Il faut avoir en tête que le port, globalement, se reconstruit sur lui-même de 25% de sa surface tous les 10 ans. Donc on est vraiment sur une mutation rapide des activités. Et quand je parle de mutation, ce n'est pas une centrale à béton qui remplace une centrale à béton, c'est des secteurs d'activité qui changent. Donc on est vraiment sur une plateforme qui est dynamique et qui évolue finalement, si possible aussi rapidement que les évolutions nécessaires de notre société, avec un foncier rare dont il faut effectivement optimiser la consommation, et c'est notre recherche de densité, tout en respectant effectivement la qualité environnementale et la bonne relation avec nos partenaires, à la fois clients mais également collectivités territoriales et locales. Quelques exemples de projets qui me semblent assez emblématiques de cette économie circulaire et de cette transformation finalement de la plateforme. Au-delà du projet d'entrepôt à étage dont a parlé Patrice Leclerc, on a un projet d'implantation d'un méthaniseur qui est porté par deux syndicats de collectivités, le SICTOM et le CIGEF, qui est un projet par nature vertueux, puisque la loi va imposer la collecte de nos déchets alimentaires en fait, et ces déchets vont être dans un méthaniseur situé en cœur urbain, donc au plus proche finalement de la production de ces déchets, transformés d'une part en gaz et transformés d'autre part en digestat. Le digestat ça aura une forme liquide et sera transporté par voie fluviale et servira finalement d'engrais en épandage sur les terres agricoles normandes.
Alors c'est intéressant parce que ce digestat, alors ça peut être considéré comme un déchet. La volonté est que ça soit réellement considéré comme un engrais avec une autorisation de mise sur le marché. Donc on sera vraiment sur la transformation finalement de nos déchets en produits à la fois du gaz et à la fois de l'engrais azoté. L'engrais azoté, on a des gros clients à Europaport qui sont des producteurs d'engrais azoté et ça nécessite énormément de gaz. Et aujourd'hui, c'est des filières qui sont en très très grande difficulté. Donc effectivement, si on peut utiliser nos déchets pour produire de l'engrais, alors peut-être pas suffisamment, mais c'est en tout cas une excellente démarche. Un autre aspect important du port, c'est effectivement la construction, l'économie de la construction. On a sur la métropole un projet de métro automatique qui est l'un des plus grands chantiers d'Europe en fait actuellement. Et la logistique des déchets, la transformation de ces déchets est un point extrêmement important. Et sur nos ports, on a toute une filière finalement qui apporte un service de transformation et de valorisation de ces déchets avec effectivement, vous l'avez vu chez Cemex, des exemples assez intéressants d'économie circulaire, mais on a un autre projet par exemple d'usine de traitement de terre où les terres vont être lavées et vont permettre d'avoir des taux de recyclage très très supérieurs à ce qui existe aujourd'hui sur le domaine. Et on est sur une petite entreprise qui s'était créée il y a quelques années sur le port et qui aujourd'hui fait plus de 100 salariés pour vous donner une dynamique effectivement d'évolution de ce secteur de l'économie circulaire. Voilà. D'autres projets sur le port avec effectivement la question de la transformation, enfin du recours à des énergies vertes avec l'ouverture en 2019 de la plus grande station GNV de France avec le CIGEF et qui est exploité par Total. Aujourd'hui, la mise en service d'une estacade fluviale, d'un quai qui va permettre à un dépôt pétrolier de faire venir depuis la Normandie des biocarburants. Et en 2023-2025, l'ouverture d'une grosse station-service multi-énergie de transition et du futur, on va dire, puisque on aura une station sur le port qui produira de l'hydrogène à hauteur de 2 tonnes jour. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, l'Île-de-France ne produit pas d'hydrogène vert. Il y a une première station qui va ouvrir, qui va produire 1 tonne d'hydrogène, et donc celle de Gennevilliers en produira dans un premier temps 2 tonnes, avec une potentialité d'évolution jusqu'à 4 tonnes jour. Donc on est sur quelque chose d'important et de structurant. Elle distribuera évidemment de l'hydrogène sur place, elle distribuera aussi du gaz, du GNL, gaz comprimé, gaz liquéfié. Et également, elle proposera de la recharge électrique rapide, à la fois pour des véhicules légers, mais aussi pour des véhicules lourds, type poids lourd et véhicules utilitaires légers. Dernier point, et j'en ai fini, effectivement, la logistique verte et la multimodalité, qui est un point important de développement pour nous, avec évidemment le fluvial. Le terminal conteneur, cette année, aura fait ses meilleurs chiffres fluviaux de son histoire. Ce qui montre l'intérêt en fait du transport fluvial et le gain du transport fluvial aujourd'hui. Et effectivement également, même si c'est beaucoup plus compliqué, comme ça a été souligné, le fleuve de ce point de vue-là est une ressource qui n'est pas saturée et qui gagne à être développée, d'essayer de travailler également sur le ferroviaire pour des flux qui ne peuvent pas passer par l'axe Seine, puisque la métropole est aussi approvisionnée d'autres façons, enfin d'autres endroits en France et en Europe. Donc un premier travail sur la logistique amont, un deuxième travail également sur la logistique du dernier kilomètre, la logistique de desserte fine de la métropole, avec en exemple, puisque le service va démarrer à la fin du mois, la desserte de Paris depuis Gennevilliers, depuis le quai qui est en face de vous en fait, par l'entreprise Box to Home, dans un premier temps de caisse Ikea, mais ça sera un service qui sera ouvert à toutes les entreprises et qui pourra être demain mutualisé donc pour un certain nombre d'entreprises sur un bateau ou plusieurs bateaux d'ailleurs, qui pourront faire la liaison régulière entre Gennevilliers, Paris et d'ailleurs le port de Bonneuil de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup à tous. Un tout petit peu
le programme de cette fin d'après-midi. Est-ce que certains d'entre vous ont quelques questions peut-être à poser sur ce port qui est un lieu par lequel transite et sur lequel se passe énormément d'activités et dont le territoire dépend pour partie? Ah, on a une question. Merci. Question pour Monsieur Plateau. On a vu en se baladant en navette des rails un peu désaffectés. Quand vous parlez du ferroviaire, vous recréez des nouvelles voies, vous réutilisez des... Il y a des volontés de développer plus le ferroviaire intra-port? Oui, ça va, oui. Alors, sur le port, aujourd'hui, on est effectivement gestionnaire du réseau ferré portuaire. Il y a un certain nombre de voies qui sont en activité, d'autres qui ne le sont plus, puisque les sites ne sont plus desservis en ferroviaire. On a aujourd'hui à peu près 5 trains par jour qui desservent le port, donc ce n'est pas si négligeable que ça à l'échelle de l'Île-de-France. Malheureusement, c'est compliqué d'en faire venir beaucoup plus. On souhaiterait, mais le trafic voyageur, les travaux aussi nécessaires pour entretenir le réseau rendent difficile la venue de trains supplémentaires. Notre stratégie aujourd'hui, c'est de conserver ces rails pour avoir la possibilité de continuer de desservir le port. Le port a été construit avec une capacité de desserte de la quasi-totalité des parcelles. Pour autant, on reste plutôt convaincu à ce stade que dans un futur proche, l'enjeu du ferroviaire est plutôt l'amener des marchandises en région parisienne et du coup le développement de ce terminal. Ce terminal d'ailleurs accueille un train semaine en fait qui vient de Nancy. Aujourd'hui, on avait il y a 2 ans deux trains semaine qui venaient de Rennes. Le trafic s'est arrêté. Mais l'enjeu, effectivement, c'est à mon sens, dans un premier temps, plutôt la desserte, on va dire, depuis la longue distance jusqu'au port, avec une desserte interne qui sera probablement plutôt demain avec du camion électrique, puisque une locomotive pèse beaucoup, un certain poids et n'est justifiée qu'avec des quantités de marchandises importantes. Après, sur la desserte fine de la métropole du dernier kilomètre, ça c'est un autre enjeu, mais je pense que vu l'occupation des réseaux par les besoins voyageurs qui sont évidemment nécessaires, on rentre dans des sujets beaucoup plus complexes. Merci. On va poursuivre. Je vais demander à Bruno Le Saec de bien vouloir me rejoindre. Tenez, vous voulez peut-être vous asseoir pour changer un peu la configuration, comme vous voulez. Vous êtes le directeur général de CIREC. Donc là, encore une fois, on est au cœur de projets de territoire qui sont au service des acteurs et des collectivités. Vous allez nous parler de Semlog. Qu'est-ce que ça veut dire, Semlog? Alors, avant de vous parler de la Semlog, déjà je vous remercie. Je remercie la métropole du Grand Paris donc, de nous convier à cet après-midi pour présenter ce projet qui est un projet d'économie circulaire et notamment sur un des sujets qui est très important et qui se développe de plus en plus, notamment en France, qui est la restauration collective. Donc le CIREC, c'est donc une structure intercommunale qui a donc été créée maintenant il y a une dizaine d'années, qui est implantée sur Gennevilliers et qui dessert 4 communes d'Île-de-France. Mais en fait, le projet de la Semlog, ce n'est pas que le CIREC, c'est aussi une association entre 2 structures intercommunales, et notamment le CIRESCO, qui est bien plus gros, puisque le CIRESCO, c'est 18 communes en Île-de-France, qui répartit à la fois sur le 93, le 94, mais également, je crois, au niveau du 77. Et donc, à nous deux, finalement, on représente 60 000 repas par jour, donc ce qui n'est pas rien. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est que la restauration collective, depuis maintenant 4 ans, est en voie d'une mutation profonde, puisque cette restauration collective, depuis 30 ans,
je dirais une des organisations qui a été mise en place, c'était notamment une restauration avec un conditionnement où on utilisait du plastique. Et ce plastique était systématiquement non recyclé. Donc finalement, on fabriquait soit dans des barquettes polypropylène, soit dans des poches plastiques. Et donc partant de là, un des sujets effectivement qui est venu et notamment qui a beaucoup interpellé je dirais les décideurs politiques, ça a été effectivement la problématique du plastique en tant que tel, pour deux sujets. Un, le point, c'est une question sanitaire, et notamment la question des perturbateurs endocriniens. Et sur ce sujet-là, il y a une des lois en fait qui nous a directement été impactée dans le cadre de notre organisation, qui est la loi Egalim, qui date de 2018, qui dit tout simplement que pour la restauration collective, au 1er janvier 2025, la restauration collective en direction notamment des enfants de la crèche à l'université devront être en mesure de livrer des repas dans des contenants qui ne sont plus en plastique et donc qui doivent être beaucoup plus vertueux et dans des contenants réemployables. Donc on parle de contenants réemployables, c'est quoi? Ce sont des contenants en inox, en verre ou porcelaine, pourquoi pas. Et puis il y a une autre loi qui est la loi du 10 février 2020, qui est la loi AGEC et qui est beaucoup plus large parce qu'elle ne répond pas uniquement à la restauration collective, mais tout simplement à la suppression de l'usage unique. Donc le CIREC comme le CIRESCO, en fait, tous deux, depuis 2017, on n'a pas attendu effectivement que les lois en fait nous imposent à travailler sur ce sujet. Et donc nous avons créé une structure qui s'est appelée donc Recolim en Ile-de-France pour travailler sur des expérimentations pour voir dans quelle mesure nous étions en capacité de pouvoir mettre en œuvre une restauration avec un conditionnement qui va complètement modifier le process de fabrication vers notamment du passage du plastique à usage unique vers du réemployable et notamment l'inox. Et puis dès 2022, on s'est dit ben voilà, si on veut effectivement faire bouger les lignes auprès de l'industriel, il fallait qu'on soit beaucoup plus nombreux autour de la table parce qu'on sait effectivement que faire bouger l'industrie, donc notamment la menée de mettre en place de la recherche et développement, c'est très coûteux. Et donc, les industriels avaient besoin d'une certaine garantie, notamment en matière, je dirais, de puissance de vente, quelque part. Et donc, on s'est regroupé à plusieurs avec notre métropole de France. Notamment, il y a des grandes cuisines centrales de France comme le CIVU Bordeaux-Mérignac, mais également 3 grandes villes comme Toulouse, Rennes, Nantes, qui s'est associé avec le projet Tremplin. Tout ça pour dire, c'est que, en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est de pouvoir mettre en place je dirais un choix de matériaux qui répondent aux enjeux de demain en matière d'économie circulaire, c'est-à-dire d'avoir des matériaux qui nous permettent d'être réemployables, d'une part, dans la restauration collective, et puis bien sûr mener donc toutes les expérimentations, pour notamment permettre aux industriels de pouvoir répondre très précisément à nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de l'Île-de-France, et notamment pour le CIREC et le CIRESCO, on s'est dit, mais dès lors que nous allons mettre en place pour 2025, au plus tard, 1er janvier 2025, ce changement de procédé de fabrication avec des contenants réemployables, eh bien évidemment, qui dit réemployable, dit qu'il va falloir être en mesure de pouvoir laver, désinfecter et mettre en place aussi un circuit logistique en ce qui concerne notamment les contenants des lieux de fabrication de repas vers une usine de lavage et de désinfection. Et c'est justement l'objet de la Semlog. Alors la Semlog, c'est quoi? C'est une société d'économie mixte locale qui vise effectivement à répondre à une optimisation notamment des coûts de lavage, parce qu'on sait que tout ça, c'est quand même très coûteux. Et surtout, c'est que dans nos équipements et dans les cuisines centrales aujourd'hui, notamment en Ile-de-France, dans nombre de cuisines centrales en Ile-de-France, nous n'avons pas suffisamment d'espace à l'intérieur même de nos unités de fabrication pour implanter une laverie et stocker, bien évidemment, puisque dès lors que nous utilisons des contenants réemployables, il va falloir des mètres carrés pour stocker. Et puis, bien évidemment, il y a un autre sujet qui est important, c'est la question de la rationalisation de la proximité, parce qu'il ne s'agirait pas effectivement d'impacter sur un plan environnemental, et notamment un impact défavorable, entre notamment le fait de devoir stocker des contenants, de devoir les laver et de les renvoyer vers les unités de fabrication. Donc la Semlog, donc Société d'économie mixte d'environnement,
de logistique, d'organisation et de gestion, et qui aura donc pour objectif, et l'objectif c'est effectivement de pouvoir être en place dès le 1er janvier 2025, c'est donc d'une part acquérir et gérer des contenants et le matériel de transport entre l'unité de lavage et les unités de fabrication de repas. C'est bien évidemment laver ces contenants, c'est stocker l'ensemble de ces matériels, c'est mener donc tous ces, je dirais, ces modalités de transport entre les unités de fabrication. Mais bien évidemment, cette unité de lavage devra être implantée sur un territoire de proximité avec nos zones de fabrication de repas. Et nous sommes actuellement en réflexion et en travail avec notamment une des communes très proches d'ici, puisque nous sommes en train de travailler sur un projet sur Villeneuve-la-Garenne. Nous espérons pouvoir aboutir à, je dirais, un lieu qui permette de répondre à l'équivalent de 120 000 repas par jour. Donc aujourd'hui, le CIREC et le CIRESCO, c'est 60 000. Nous avons aujourd'hui comme perspective d'intégrer d'autres structures et d'autres collectivités territoriales au sein de cette société d'économie mixte. Il y a notamment le département du 93 qui est très intéressé par ce projet parce que ce département est doté de 7 cuisines centrales sur son territoire, qui ne sont absolument pas dotées de mètres carrés qui leur permettent d'implanter des laveries en leur sein, y compris d'assurer, de mettre en place du stockage. Et donc ça peut permettre effectivement à ce département d'avoir une réponse sur cette question, notamment de cette transition en matière de contenants alimentaires. Et puis nous avons aussi d'autres collectivités territoriales, d'autres structures aussi intercommunales qui existent sur la région Île-de-France. Il y en a notamment sur le 93, qui nous ont fait aussi un appel pour nous dire, voilà, on serait intéressé d'intégrer. Donc en quelque sorte, 120 000 repas par jour, on va y arriver très rapidement. L'objectif, c'est effectivement d'ouvrir dès le 1er janvier 2025. Et puis pourquoi pas, parce que quand même c'est inédit ce que nous sommes en train de faire, c'est porté par le service public pour notamment répondre à cet enjeu écologique en matière de restauration collective. Donc ça n'existe pas aujourd'hui en France. Il y a quelques entreprises qui se sont créées. Je prends le cas notamment de la start-up Usage qui a installé notamment une laverie à Neuilly-sur-Marne, mais qui est en capacité de livrer, d'assurer, je dirais, le lavage et la désinfection sur de la grande distribution en particulier. Répondre à cet enjeu pour l'ensemble des collectivités territoriales, eh ben, Usage ne sera pas capable de le faire. Nous, en tant que service public, c'est porté effectivement par ce service public. Donc il y a l'intérêt général qui va permettre effectivement de pouvoir apporter une réponse très claire sur ces besoins. Et donc pourquoi pas avoir une réflexion pour envisager le maillage à terme, je dirais, de la région Île-de-France, où on sait que quand on regarde au niveau de la cartographie, ces enjeux notamment sont indispensables et nous pourrions tout à fait développer, je dirais, plusieurs laveries à terme sur l'ensemble de la région. Voilà. Écoutez, quelques éléments de coût quand même, c'est important sur ce projet, ne serait-ce que sur le projet qui pourrait être implanté sur le nord-est de Paris. Donc, pour répondre donc à 120 000 repas par jour, on estime un foncier de 9 000 m², un bâtiment de 4 000 m² environ. En termes de coûts, vous voyez, ce sont des coûts quand même qui sont très importants. Pourquoi ? Parce que cette société d'économie mixte, à la fois donc, devra acquérir le foncier, acquérir ou envisager notamment une location, acquérir un bâtiment, acquérir des contenants réemployables pour le compte de ses actionnaires majoritaires, certes, mais y compris pour l'ensemble de ses clients. Et rien que les contenants, on estime à 50% du coût du projet. Et tout ça, en fait, quand on regarde très bien par rapport notamment aussi au coût d'exploitation de cette unité de lavage, on s'aperçoit que le prix de revient en unité d'œuvre, c'est-à-dire ça comprend à la fois les contenants, mais pas que, c'est l'ensemble des matériels qui participent notamment à la mise en œuvre de ce schéma de prestations à la fois logistiques et prestations de services, revient environ à près de 30 centimes par repas, prix au repas, ce qui en soi n'est pas très important quand on regarde notamment ce qui peut se faire notamment par des structures existantes en matière de lavage
en direction notamment de la grande distribution ou de quelques collectivités territoriales. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Oui, j'ai une question parce que les perspectives de développement et de l'offre à 120 000 repas jour sont importantes. On comprend entre les cuisines et les lieux de restauration. Quels sont les schémas logistiques auxquels vous avez pensé dans ce projet de territoire? Vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Non. Voilà. Oui, ça y est, formidable. Écoutez, nous, ce que nous recherchons effectivement, c'est une proximité entre le lieu de lavage et le lieu de fabrication des repas. Donc, bien évidemment, la question de la livraison des repas reviendra donc à chaque unité de fabrication, à chaque cuisine centrale, de livrer leur repas dans des contenants réemployables vers les restaurants satellites. D'accord. En revanche, nous envisageons de faire un aller des repas livrés et un retour en même temps du sale qui serait directement repris par l'unité de lavage pour éviter justement un empilement de circuits logistiques entre les différentes unités, parce qu'on a on a regardé de près, est-ce que l'unité de lavage devait directement reprendre notamment dans les écoles, enfin dans les offices. Ça amène en fait à une illogique en quelque sorte d'organisation, puisque les cuisines centrales sont déjà amenées à devoir se rendre dans les offices. En revanche, ce qui va être nécessaire, c'est de transformer les modèles de véhicules de transport de repas, parce que nous devrons dans tous les cas scinder en deux parties je dirais, ces deux espaces de livraison. D'un côté, on va livrer des repas, et en même temps, on va reprendre du contenant sale. Voilà. Donc ça nécessite effectivement un travail avec les prestataires de véhicules, puisque nous louons en fait les véhicules. Et ça, c'est un sujet qui est déjà à l'ordre du jour en travail avec ces prestataires. Voilà. Limiter au maximum l'empreinte carbone en quelque sorte, et donc le kilométrage. Quand on regarde notamment ce qui peut être fait aujourd'hui d'une cuisine centrale vers les satellites, l'idée, c'est qu'on ne revienne pas à vide, mais en revanche, c'est qu'il y ait une centralisation des contenants qui vont être repris par l'unité de lavage. Et finalement, l'unité de lavage n'aura que les cuisines centrales pour assurer notamment la logistique. Voilà. Mais de proximité. Donc c'est pour ça que quand on regarde ne serait-ce que la structure qui est envisagée avec la Semlog implantée sur le nord-est de Paris, ça permet de répondre d'une part à la cuisine centrale du CIREC qui se trouve à Gennevilliers, mais y compris aux cuisines centrales du CIRESCO qui se trouve à Bobigny. Donc il y a une proximité géographique qui est tout à fait acceptable et raisonnable pour répondre notamment à un enjeu de 120 000 repas, parce que quand bien même nous sommes à 60 000, nous savons que le département du 93, on reste quand même dans un secteur géographique relativement similaire, ce qui n'a pas effectivement vocation à livrer à l'ouest, totalement à l'ouest de l'Île-de-France. Vous voyez, voilà. Donc on sait qu'il y a un potentiel avec 120 000 repas. Merci. Donc, il y a un appel au foncier. Alors, il y a un appel au foncier. On est en travail actuellement, donc, comme je l'ai dit, avec la commune de Villeneuve-la-Garenne. Rien n'est joué pour le moment. On est en train de regarder. Bon, écoutez, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, on devrait en savoir un peu plus, parce qu'il faut qu'on remette un petit peu les chiffres dans les maquettes. Il faut qu'on refasse tourner un peu tout ça, parce qu'effectivement, là, c'est plus un projet de location. Plutôt que nous étions partis sur un projet d'acquisition. Et donc, ça modifie un petit peu les chiffres, notamment quand on regarde par rapport aux questions d'amortissement, d'investissement. Voilà. Donc, on est en train de regarder ça. Et effectivement, c'est aussi un appel, parce que s'il y a une opportunité d'avoir un foncier qui reste malgré tout dans ce rayon, parce que pour nous, c'était important qu'il se situe entre Gennevilliers et Bobigny, en gros. Il fallait que ce soit à peu près dans ce secteur-là. On va suivre. Très bien. On donnera des nouvelles de ce projet. Merci. Avec plaisir, merci.
Donc après ce projet de territoire, de logistique au service des communes, on va poursuivre avec la logistique de chantier. Je vais appeler Guillaume à nous rejoindre. Alors, normalement, ouais, les choses sont bien faites, on enchaîne bien. Tiens, pour toi. Merci. Tu as la zapette sur le pupitre. Et derrière, il y a ma présentation. Okay. Allô, oui. Donc bonjour à tous, Guillaume Benoît, Métropole du Grand Paris. Je suis à la direction de l'aménagement, donc je suis un collègue d'Hortense, je suis à la direction de l'aménagement métropolitain et je m'occupe de la ZAC Saulnier et du centre aquatique olympique. Donc on est maître d'ouvrage en fait de l'opération d'aménagement de la ZAC Saulnier et on est autorité concédante du centre aquatique olympique. Donc c'est un grand projet dans lequel on a un très très grand projet qui est le CAO. On est en maîtrise d'ouvrage directe sur les travaux d'aménagement de la ZAC et donc en autorité concédante sur le CAO. On a donc acquis les terrains à Engie, donc anciennement Gaz de France, en 2019. Donc on est sur un site, c'est une opération d'aménagement de 12 hectares qui est sur un site historiquement pollué, puisqu'on avait ici des usines de production de gaz, c'est ce qu'on voit sur la photo aérienne du haut, qui date des années 60. Donc vous voyez qu'on avait des grands gazoducs en fait sur cette zone et qu'on avait un faisceau ferroviaire, puisqu'on déposait ici du charbon pour le distiller, pour en faire du gaz. Et il y avait un résidu de cette distillation qui est la houille en fait, donc c'est comme du goudron, donc qu'on mettait dans des grandes fosses. Donc on faisait des grands trous dans la ZAC, enfin dans ce qui est devenu la ZAC, sur ces terrains, et on enfouissait en fait les résidus de la distillation. Donc c'était un site très pollué. On avait également en parallèle de ça des hydrocarbures, puisqu'on avait une station-service qui a fonctionné pendant des années. Et les stations-service essence, à l'époque, il n'y avait pas dans les premières générations, il n'y avait pas de système de récupération des résidus d'essence, donc ça allait directement dans le sous-sol. Et par chance, ici, ça s'arrêtait juste avant la nappe, puisqu'on avait une couche argileuse qui évitait que ça contamine la nappe. Donc voilà. Enfin, on a récupéré donc un site très pollué et on a mis en place pour le besoin de l'opération, puisqu'on avait vocation à créer ici non seulement le CAO, mais en héritage des logements et des bureaux. Donc un besoin futur qui n'est pas le besoin industriel. Donc une dépollution plus importante que ce qu'aurait dû faire l'industriel. Puisqu'en fait, la loi pollueur-payeur fait que le pollueur, donc l'industriel, doit dépolluer au même niveau de pollution que le site qu'il occupait. Donc un site industriel doit dépolluer à un niveau industriel. Nous, on veut avoir une occupation qui est différente, donc on doit dépolluer plus. Donc on a choisi, pour cette raison et aussi pour une question de délai, on a choisi de faire une procédure tiers demandeur. Donc on a pris nous-mêmes en charge la dépollution du site et on l'a fait porter ensuite d'un point de vue financier à Engie via une procédure qui est cadrée par le Code de l'environnement qui s'appelle la procédure tiers demandeur. Voilà, enfin, je vais juste très rapidement que vous voyez l'évolution du site. Donc un site qui était initialement maraîcher, qui est devenu progressivement hyper industriel et qui s'est transformé dans les années 70 en un site de recherche et développement tertiaire. Donc on a construit à la place des usines, on a construit progressivement des bureaux, mais on a conservé une petite activité de recherche, enfin une activité de recherche et développement avec des ateliers et puis certains prototypes de chaudières, de maisons, etc. Vous voyez les grands gazoducs. On est au bout de l'usine du Landy. Donc c'était en fait la ZAC Saulnier, c'est l'endroit où arrivaient les trains et étaient déchargés en charbon et ensuite étaient produits plus au sud. Le gaz était produit plus au sud. Voilà. Donc progressivement un site qui devient tertiaire. Donc on construit dans les années 60-70 des bâtiments. On a 70 000 m² de bureaux qui ont été construits avec beaucoup de problèmes d'amiante puisqu'on tout a été construit avant 96. Donc on avait dans tous les bâtiments beaucoup d'amiante, donc la déconstruction a été aussi assez problématique. Enfin,
plus coûteuse et plus longue que quand vous avez des bâtiments qui ne contiennent pas d'amiante. Donc voilà. Donc la déconstruction du site, elle a commencé en mars 2021. Donc enfin en gros, alors juste dans les grands jalons de calendrier, la métropole du Grand Paris est désignée maître d'ouvrage du CAO et de la ZAC Saulnier en 2017, au moment où Paris gagne la candidature des Jeux. On achète le terrain, on négocie avec Engie, le tiers demandeur, l'acquisition du terrain en 2018, 2019. On l'achète, on l'a vraiment, on signe la promesse de vente fin 2019. Et donc on prend possession du terrain début 2020. Et dès mars, en parallèle, bien sûr, on fait toute la démarche de consultation d'une maîtrise d'œuvre, d'entreprise travaux, etc. Et donc on commence le chantier de déconstruction en mars 2020. Donc c'est un chantier qui a duré, vous voyez, 1 an, c'est allé très vite, avec une libération anticipée sur l'emprise du CAO, puisqu'on avait, nous, derrière une échéance qui est celle d'avril 2021, pour mettre à disposition le site à Bouygues, pour construire. Alors, de manière générale, dans tous les chantiers qu'on a lancés, donc déconstruction, dépollution, on a appliqué la charte de la Solidéo sur les chantiers, donc qui portent sur beaucoup d'ambitions, des ambitions sociales, donc avec des taux d'insertion minimum dans les marchés de travaux, des ambitions environnementales, des ambitions d'exemplarité. Voilà, donc vous voyez qu'il y a eu notamment là, j'ai juste récapituler les 4 principales ambitions. Donc la première, c'était de gérer, d'optimiser le bilan carbone des chantiers, donc en privilégiant les véhicules propres et le transport fluvial. Donc vous voyez, c'était déjà identifié dans les ambitions de la Solidéo. Ensuite, on avait la gestion des déchets, donc les notions déjà de réemploi. Les consommations, donc matériel éco-responsable, suivi de la consommation, réutilisation sur site des terres excavées, etc. Et prévention des nuisances acoustiques. Donc, il n'y a rien de fondamentalement révolutionnaire là-dedans. Enfin, c'est des ambitions qui sont aujourd'hui portées quand même par beaucoup de maîtres d'ouvrage, mais qui ont été vraiment appliquées à la lettre par la métropole et qu'on a appliquées y compris aux chantiers non supervisés par la Solidéo, puisqu'en fait, le CAO, qui est un ouvrage pérenne, est supervisé par la Solidéo, mais la ZAC Saulnier, qui est hors périmètre Solidéo. Pourtant, on a appliqué exactement le même niveau d'ambition sur l'opération de la ZAC Saulnier. Donc là, c'est juste ce que j'ai un peu dit, je vais aller vite. Le site Engie tel qu'il était au moment où on l'a acheté, donc 38 bâtiments, 70 000 m² de surface de plancher, et donc des contraintes de dépollution qui sont liées notamment à la présence de l'amiante et quelques éléments patrimoniaux qu'on a souhaité également préserver. Donc 13 mois de travaux. En plein Covid, on a commencé en mars 2021 au moment du démarrage de l'épidémie, mais il n'y a pas eu d'impact planning. Voilà, donc vous voyez le gros chantier de déconstruction. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que tous les matériaux démolis des bâtiments, enfin donc tout le concassé, puisqu'en fait on démolit des blocs béton qu'on concasse et qu'on stocke sur place, n'est pas parti du site. Il y a eu un bilan nul en fait en termes d'import ou d'export de matériaux. On a décidé de stocker dès le chantier de déconstruction, les matériaux issus de la démolition. Donc en fait, ce qu'on a évacué, bien sûr, c'est l'amiante et les matériaux qui étaient pollués. L'acier a été réemployé, valorisé. Le mobilier a été réemployé également. Donc on a fait venir des associations qui ont récupéré tout le mobilier. Et donc le béton, enfin je passe sur tous les détails, mais le béton des bâtiments a été stocké sur place et a été entièrement réemployé sur la ZAC. Donc là vous voyez le chantier de désamiantage. L'état du site à la fin de la déconstruction. Et donc alors là je vais aller très rapidement, mais puisque je l'ai dit, le criblage du béton, donc des blocs béton issus de la démolition stockés sur place, réemployés à 100% sur site, 99% sur site. Alors comment est-ce qu'on le réemploie ? On le réemploie principalement, on va le voir, puisque après on est un chantier de dépollution, donc dans la fosse qui a été créée par la dépollution, et c'est à peu près 1/3, et 2/3 dans les couches de forme des voiries à venir, qu'on va aménager pour les Jeux Olympiques et pour l'héritage. Donc l'acier est valorisé par ailleurs.
Voilà, le verre revalorisé à 60%, le plâtre à 80%, etc. Donc il y a eu des niveaux, des taux d'atteinte assez importants en matière de réemploi sur place. Et donc ce qui est plus spectaculaire mais moins important au volume, c'est qu'on a aussi un discours un peu paysager, du paysagiste qui est maître d'œuvre de l'opération, de valorisation des matériaux de réemploi. Donc dans le mobilier, dans des éléments d'aménagement VRD, donc des murs gabions, ce genre de choses. Donc des choses qu'on réutilise sur place et qu'on montre aux futurs usagers de l'espace public. Donc la dépollution du site, elle a commencé en octobre, donc en parallèle de la dépollution sur certaines emprises, et elle s'est finie en décembre 2021. Donc l'histoire industrielle du site avec les grands gazoducs, la gare de triage de marchandises de charbon, la position de la fosse à goudron. Là, on ne voit pas encore la station-service puisqu'elle arrivait après, elle arrivait dans les années 60, 70. Et donc, en fait, le site était principalement pollué sur cette poche-là. On avait de la pollution résiduelle statistique sur l'ensemble de la zone et une poche de pollution profonde qui descendait à 14 mètres, donc qui s'arrêtait juste avant la nappe, sur à peu près 3 hectares. 2 hectares et demi, 3 hectares. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Quand on a une situation comme ça, il faut faire un grand trou pour aller directement chercher les poches de pollution. Donc là, c'était principalement du goudron, en fait, tout simplement. C'était noir, quoi. C'était des hydrocarbures et du goudron. Donc on a fait... alors, je reviendrai après sur les chiffres, mais plutôt pour vous montrer l'opération en elle-même. Donc on a installé des grandes tentes, puisque c'est une pollution qui est très odorante, qui n'est pas forcément dangereuse pour la santé, mais qui est très odorante, ça sent l'essence. La partie hydrocarbures. Et donc on a installé des grandes tentes pour isoler en fait les riverains de la pollution olfactive qui va être générée par la dépollution. Donc 2 hectares et demi de tentes, 14 mois de travaux. Voilà. Donc vous voyez l'importance des tentes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, maintenant, je viens à ce qui nous intéresse. En partie, il y avait à la fois le réemploi, mais la question du fluvial. Donc, en fait, quand la Saxonnière est ici, donc vous voyez le port de Gennevilliers, la Seine et le canal de Saint-Denis, qui passe vraiment à 200 mètres de la ZAC. Donc, en fait, on a tout de suite une démarche de recherche d'issues fluviales, d'évacuation fluviale des matériaux avec notre maître d'œuvre qui est ICF et ensuite avec l'entreprise. Et donc ce qui avait été envisagé, il y avait 2 hypothèses. Il y avait bien sûr le port de Gennevilliers. Il y avait également le canal Saint-Denis, donc qui est vraiment tout près. Donc on a réfléchi à une conception à la mise en place en fait d'un tapis convoyeur à travers cette parcelle pour un acheminement direct sur le canal. Vous voyez qu'en plus à cet endroit-là on a un port. Et en fait, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. La principale raison, c'est que le gabarit du canal est trop faible. Donc les bateaux sont trop petits et ce n'est pas intéressant pour les transporteurs. Voilà. Donc en fait, dans notre bilan Desblés-Remblais, on a évacué 160 000 tonnes de matériaux et qu'on a réemployé quasiment intégralement, à l'exception de 30 000 tonnes qui étaient le volume le plus pollué en fait. Donc vraiment la pollution qu'on ne pouvait pas remettre en place, donc le goudron notamment et les hydrocarbures qui ont été évacués. Et en fait, 45% des terres évacuées ont été évacuées par voie fluviale. Donc au port de Gennevilliers. Avec principalement par des péniches de 900 à 1400 tonnes, avec 3 filières, donc DT Biogène, Biocentre de Solvador et Biocentre de Suez. Voilà, vous voyez la carte des sites des exutoires. Donc on a beaucoup d'exutoires qui sont vraiment tout proches de la voie d'eau,
donc qui ont été utilisés. Enfin, c'est en fait les 45% de fluviales sont quasiment tous ceux que vous voyez en bord de voie d'eau, que ça soit vers Rouen ou sur l'Oise, et les 55% en fait qui ont été évacués par camion directement sur cette filière qui est située dans l'Essonne. Voilà. Donc, alors là j'ai 42. Non, c'est plutôt 45%. Donc au total, on estime qu'on a évité. Alors là, non, c'est pas le nombre de camions évités. Bon, 3251 camions chargés, puisque c'est quand même. Enfin, on a quand même eu besoin d'avoir un convoyage par camion entre la ZAC et le port de Gennevilliers. Voilà. Et donc ici, on a toutes les filières. Je ne vais pas rentrer dans le détail des filières. Donc principalement du biocentre, mais également des ISDD pour le ISDD, pour les déchets dangereux. Donc ça représente quand même assez peu du tonnage. Voilà. J'ai terminé. Si vous avez des questions. Merci. Qui a des questions? C'est vaste, hein, c'est un sujet avec tellement de facettes, tellement d'enjeux que... Juste peut-être un mot que j'ai pas dit sur la filière qu'on a employée pour arriver au port de Gennevilliers. En fait, c'est donc l'entreprise Séché, dépollueur, qui connaît bien la voie fluviale, puisque en fait, vous avez vu que souvent les usines de traitement des déchets sont situées au bord de la voie d'eau, donc c'est souvent une problématique. Il y a souvent beaucoup de déchets beaucoup de volume qui est évacué. Nous, on avait finalement assez peu de volume. Donc, ils connaissent bien toutes les filières. Et en fait, ils ont travaillé avec une entreprise qui fait du transport fluvial qui s'appelle Equium, que vous devez connaître, qui est installée ici, à Gennevilliers. Voilà. Donc, il y a eu 10 convois de péniches au total. Bon, vous avez exploité quand même toutes les facettes possibles de l'économie circulaire dans ce projet. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser ? Non, bah écoutez, je crois que du coup, tu as été hyper complet. On va poursuivre. Merci Guillaume. Avec l'écologie industrielle et territoriale. Donc, c'est les synergies qui doivent être mises en place sur le territoire pour permettre la mise en place de boucles vertueuses, que je raccourcis, mais les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Alors, on refait un focus sur le port, entre autres, avec Gildas Montjoie. Alors, on va revenir un peu en arrière. Je crois qu'on a un petit saut de... Je vous en prie, Gildas, rejoignez-nous. Également, alors Adrienne, tu vas animer avec... qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être que c'est bien si vous venez tous les deux, Monsieur Lamy aussi, pour cette thématique-là. Alors, peut-être qu'on va faire le contrôle. Donc, l'écologie industrielle et territoriale, sur le territoire francilien, ce n'est pas le sujet qui est le plus développé. Il y a une réelle prise de conscience de la région, de l'ADEME et de l'Adriette sur ces sujets. Du coup, il y a une dynamique et une coordination régionale qui s'est mise en place, dans laquelle la métropole est partie prenante, pour réellement favoriser justement ces synergies entre entreprises, sur certains... on va dire, points chauds du territoire. Donc, il y a tout un travail également d'identification de où les flux se trouvent. Et pour faciliter l'émergence de ces démarches, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé. Et nos interlocuteurs qui vont suivre font partie des lauréats de cette démarche qui va les accompagner justement dans la sécurisation des démarches qu'ils ont engagées, leur apporter des outils, leur apporter de la formation, voilà, faire en sorte que ces démarches puissent se généraliser sur le territoire. Alors, passage de micro nettoyé. Voilà, merci Gildas. D'accord. Tony, hop. Hop, la zappe.
m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui. Moi, je n'ai pas de retour. Mais... Si, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas encore salués. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je connais déjà une grande partie de au moins la moitié de la salle. Donc je suis Gildas Monjoie, directeur, plus directeur aujourd'hui, on va dire délégué général de la communauté porteur Seine-Aval. J'ai pris les fonctions au 1er janvier de cette année. Et l'idée de l'EIT, qu'est-ce que c'est? C'est l'écologie industrielle territoriale. Et l'important, c'est de commencer peut-être par le territorial. L'avantage, c'est que juste avant moi, M. Leclerc et M. Plateau l'ont déjà fait. Donc, effectivement, on a la chance d'être lauréat de cet appel à manifestation d'intérêt sur l'écologie industrielle territoriale cette année. Et je vais essayer de vous présenter notre démarche et on va dire la spécificité de cette démarche par rapport à ce qui se fait ailleurs sur le territoire. Alors je ne vais pas revenir sur le port puisque ça a été très bien fait au départ, mais c'est important de rappeler que cette notion de territorialité, elle s'applique à cette très vaste zone industrielle fluviaire où sont implantées 270 entreprises à peu près, c'est fluctuant, et accueille 8000 salariés, 8000 usagers du port. Ça, c'est pour vous faire une petite proportion des zones. Alors, ça prend, la zone bleue appartient est sur la commune de Gennevilliers, comme l'a dit Monsieur le maire. Je vais passer rapidement sur toute cette partie. J'insiste quand même sur le fait que c'est une zone industrielle et logistique extrêmement dense, très large et dense, avec des activités très variées. Donc, alors, une fois qu'on a dit ça, vous avez compris, vous avez visité le port, une petite partie du port, vous avez vu qu'une toute petite partie de l'activité, vous avez partie la partie recyclage et encore, vous avez vu peut-être que 10% des activités recyclage sur le port. Moi, je vous invite à revenir rencontrer les entreprises, visiter les entreprises. Ici, par exemple, vous avez Paris Terminal, c'est toute la partie conteneurs, donc c'est des marchandises qui viennent du monde entier ou qui repartent vers le monde entier, et ça représente aussi je ne sais pas si on la voit ici, mais ça représente aussi une vaste zone du port. Donc sur le port, vous allez trouver des activités très variées. Alors, la communauté portuaire. La communauté portuaire, c'est l'association des entreprises du port. On a été créé il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Et nos missions, c'est représenter l'ensemble des entreprises auprès des interlocuteurs, des collectivités, dont certains d'entre vous font partie, d'AROPA aussi. Ça peut être les régions, ça peut être les départements. Développer les synergies entre les entreprises. Et là, ceux qui connaissent un petit peu l'EIT commencent à se dire, oui, il y a une piste. Proposer des réponses communes à leurs problématiques particulières, c'est-à-dire qu'effectivement, elles ont toutes des problématiques particulières, elles sont très nombreuses, et on va essayer de trouver des solutions communes. Et développer l'image et l'attractivité du port de Gennevilliers. Alors ça, Europa le fait aussi très bien, mais on fait l'intérêt pour nous, c'est de développer l'attractivité des entreprises, l'image des entreprises et des emplois. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, je vous ai mis quelques logos. En fait, on en a 80, mais je les ai pris au hasard. Il n'y a pas de... Si certains ont été oubliés, enfin, voilà, ils ne sont pas tous là. Mais vous voyez, il y a des très grandes entreprises. On a visité de Richebourg, Envie et Cemex. Tout à l'heure, on a parlé d'Echium et de Suez. On a parlé d'IKEA aussi sur la logistique fluviale. On a d'autres cimentiers, on a des restaurants. On a parlé des oléoducs, on a Trapil, Total Energy, on a aussi parlé d'Iprema. Voilà, ils sont les plus importants sont là. On a quelques petites entreprises. On a par exemple une brasserie qui vient de s'implanter et qui fait de la bière locale. Mais c'est des entreprises qui sont dynamiques, qui vont nous aider, qui sont impliquées. Mais le plus gros de nos troupes, c'est quand même des entreprises industrielles ou des entreprises qui ont une activité sur toute la France, sur toute l'Europe, voire dans le monde entier.
Alors historiquement, ce qui s'est passé en 2021, c'est qu'on s'est étendu sur les ports de Limay et de Nanterre. On a changé de nom. Alors pourquoi sur Limay et Nanterre? C'est parce que en fait, nos entreprises, que ce soit de Richebourg par exemple, qu'on a vu, ont aussi des sites sur Limay ou sur Nanterre, et que c'est des ports qui sont appelés à se développer, mais qui n'ont pas de représentativité, ou très peu. Donc on a été sollicité pour les représenter également, et puis pour les fédérer sur l'axe 7. Et donc en 2022, on a répondu à cette AMI, et en répondant donc notre mission de recherche de synergie de réponse commune, la démarche de transition écologique déjà amorcée par les entreprises. Alors, pourquoi on en a répondu à cette AMI? Parce que c'est notre ADN. Notre ADN, ce n'est pas forcément l'environnement, ce n'est pas forcément les circuits courts, mais c'est notre ADN de développer les synergies entre les entreprises, de les réunir autour d'une table et de trouver ce qu'on peut faire ensemble. La démarche de l'UT, c'est exactement ça. Ensuite, les démarches de transition écologique ont déjà été amorcées par les entreprises, par nos membres. On l'a vu, vous avez Cemex qui va récupérer du béton de Richebourg, qui fait travailler Envie, inversement. Par exemple, quand on s'est installé à Limay, on avait 2 entreprises qui se faisaient face à face, comme on peut le voir sur ce quai, qui ne s'étaient jamais rencontrées. On les a fait se rencontrer, et aujourd'hui, elles travaillent ensemble. Elles partagent. Il y en avait un qui avait besoin d'une péniche, un autre qui avait la péniche à moitié vide. Elles utilisent la même péniche, et puis l'autre avait des déchets de ferraille, et le premier faisait justement de la revalorisation de ferraille. Voilà. L'intérêt de ce genre de club d'entreprise, entre guillemets, c'est qu'on met autour d'une table des entreprises qui finalement sont côte à côte, mais ne se parlent pas. Ou alors des concurrents aussi qui ne se parlent pas. Nos principaux interlocuteurs sont présents aujourd'hui, on a cette chance-là. Donc on a Ropa Port, puisque effectivement c'est le gestionnaire des lieux et du foncier, et la ville de Gennevilliers. Alors à Ropa Port, c'est marrant parce qu'on nous confond souvent. Donc moi, quand je vais démarcher des entreprises, entre guillemets, des marchés qui ne sont pas membres, je me présente. La première chose dont on me parle, c'est les loyers. Alors je leur dis non, je ne viens pas collecter les loyers. Je viens. Je ne suis pas. Voilà. Je leur dis, nous, on ne fait pas les loyers, on fait plutôt le champagne et les petits fours. Alors là, tout de suite, ça passe mieux. Mais je suis désolé, Jean, pour cette comparaison. Et la ville de Gennevilliers, alors je le répète très souvent, on est franchement ravis de pouvoir travailler avec les services de la ville de Gennevilliers, qui sont dynamiques, disponibles, voilà, qui ont envie de travailler avec les entreprises du port, et franchement, on avance vraiment bien avec ces services. Alors, nous, on a des partenaires privilégiés avec qui on a plein de projets, plein de travaux en cours. J'ai envie de citer par exemple la Banque de France, puisque suite au Covid et à la guerre en Ukraine, on a eu besoin, en tout cas nos membres ont eu besoin d'avoir des réponses, que ce soit sur les PGE, que ce soit sur les cotations, que ce soit sur les perspectives économiques, que ce soit sur les aides. Et donc notre rôle aussi, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'aller faire venir un interlocuteur qui ne se serait pas déplacé même chez de Richebourg, ou encore renvoyer une personne dont c'est la fonction, mais et qui peut venir répondre aux questionnements, et apporter des informations et des réponses, et aussi rassurer nos membres. Alors on travaille beaucoup évidemment avec Pôle emploi, et par exemple Intervalle pour l'insertion, Greta pour la formation, Chambre des métiers pour l'emploi aussi. Alors, ce qui est intéressant pour nos entreprises aussi, et ça peut intervenir dans cette démarche de l'UT, c'est qu'on est dans un maillage, dans un réseau qui couvre l'axe Seine, on va dire presque parallèlement à Europa. Je ne sais pas si vous connaissez, donc nous, on est la communauté portuaire Seine-Aval, on travaille avec la communauté portuaire de Rouen, la communauté portuaire de Paris et la communauté portuaire du Havre, et nous avons créé une fédération qui s'appelle Seine-Port-Union. Cette fédération, elle permet aussi d'être représentatif au niveau des régions, au niveau de l'État. C'est important. Et puis, nous avons adhéré finalement à FEPOR, qui est l'équivalent au niveau européen. Donc, on a une petite fenêtre au niveau européen. Alors, nos principaux axes de travaux, c'est l'attractivité du port, comme j'ai dit, des entreprises et des métiers, l'emploi, puisqu'on a des métiers en tension, la qualité de vie au travail aussi, et les formations.
Les problèmes de mobilité, puisque finalement le port est très bien desservi en termes routiers, mais pour ce qui est des salariés, c'est un peu plus compliqué puisque ils descendent des stations qui sont souvent à Gennevilliers ou à Colombes, et après il faut trouver une solution. Il faut trouver une navette, il faut y aller à pied, il faut y aller en vélo, et c'est là-dessus sur lesquels on essaye de collecter. C'est très difficile, les entreprises ont du mal, et c'est aussi notre travail, arriver à collecter des informations et essayer de trouver des solutions avec nos partenaires. Et également sur la transition énergétique, on essaye d'aider les entreprises. Alors on l'a vu, les entreprises ne nous ont pas attendu. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, CEMEX vous l'a très bien expliqué, le problématique de changer un moteur, c'est difficile, mais elles ne nous ont pas attendu. On essaye de voir ce qui a fonctionné chez l'un, si ça peut fonctionner chez l'autre, si on peut trouver une solution qui va satisfaire plusieurs de nos membres, ce qui ne pourrait pas être le cas si les entreprises travaillent chacune de leur côté. Alors au niveau des actions de terrain, je vais aller vite. Donc on travaille sur les métiers en tension, on a participé au forum de l'emploi du port de Gennevilliers, on a fait venir le forum de l'emploi sur le port de Gennevilliers, on organise régulièrement des visites des entreprises, on collabore avec les écoles, on fait visiter les écoles, on place les stagiaires de 3e dans les entreprises, on a passé des conventions et des partenariats avec, par exemple avec Pôle emploi de l'agence de Gennevilliers, avec qui on travaille tout le temps, régulièrement. Une convention aussi avec la ville de Gennevilliers et la direction des services emploi et insertion. Une convention avec Interval 92 sur l'insertion professionnelle. Donc c'est une association d'insertion sur Gennevilliers qui est reconnue d'utilité publique et qui est très, très importante. Vous allez voir pourquoi après. La signature du pacte, le partenariat avec la chambre de métier, etc. On en a plein en fait. En formation, on a créé avec le Greta un bac pro environnement. Donc ça, on l'avait fait déjà avant de rentrer dans cette démarche de IT. Un partenariat avec Astral et Stellis sur les logistiques et transports. Donc on essaye de faire communiquer au mieux possible les entreprises et les organismes de formation pour que les organismes de formation proposent les formations qui vont bien. Après, avec d'autres organismes de formation comme CS Info, manipulation de matières dangereuses, etc. En projet en cours, communication de soutien, attractivité à la connaissance des métiers. Donc là, c'est travailler métier par métier. Et on va organiser bientôt une visite en live du port, on va dire plutôt, en direct. Donc on fera une série de visites en direct sur LinkedIn. Donc j'espère qu'on pourra vous compter parmi vous serez parmi, entre guillemets, les spectateurs. En tout cas, on vous en reparlera. Alors, le projet, on va faire rapidement. Vous l'avez vu, les entreprises qui sont là, elles sont déjà impliquées dans des démarches de transition écologique, énergétique, transport, les moteurs, les circuits courts. Pourquoi est-ce qu'on porte cette démarche? C'est parce qu'on est là depuis 11 ans et c'est déjà dans notre ADN, finalement, de faire le lien entre ces entreprises. La démarche de IT, ce n'est pas de laisser les entreprises faire toutes seules leur transition, mais c'est de mutualiser les besoins et les solutions. À la base, on a commencé, quand on a créé le dossier de candidature, quand on a candidaté, on a travaillé avec DB Schenker, Ikea, TMF Operating, Diprema et l'ASAR, du groupe Veolia. Donc ce sont des entreprises qui se sont portées volontaires pour constituer le dossier de candidature. Donc vous voyez qu'il y a une vraie volonté des entreprises. On avait aussi Paprec, Aftral, Solvalor, SITS qui étaient aussi partie prenante, mais qui sont déjà plus impliqués dans la CPSA. Donc la démarche, c'est une démarche finalement assez classique. On écoute, on rassemble les entreprises et on trouve des solutions et on construit. Alors on a une petite difficulté, nous, sur ce site, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pour différents aspects, que ce soit réglementaire, mais aussi que ce soit foncier, puisque les entreprises sont des amodiataires. Donc on a des contrats qui sont un peu particuliers. Et c'est un peu différent d'une zone d'activité métropole, sur le Grand Paris ou en province.
Donc voilà, c'est une mutualisation, mettre en œuvre les plans d'action entre entreprises impliquées, déployer les plateformes. Alors on a une plateforme numérique de mutualisation aussi, qui est prête à sortir. On a mis un petit peu de temps pour juste des problématiques de communication, mais c'est une plateforme numérique qui permet aux salariés de communiquer entre eux, que ce soit pour du covoiturage ou d'autres choses, et qui permet sur un autre niveau aux entreprises de communiquer entre elles sur les projets qui ne concernent pas l'extérieur, qui sont confidentiels au sein de notre écosystème. Donc, on travaille actuellement sur un grand plan de mobilité des salariés, par exemple. Bon, je pense qu'on va en parler un petit peu plus après. On est en train de réfléchir aussi à la demande de nombreuses entreprises sur le solaire. Donc, Jean, tu en as parlé tout à l'heure. On a de nombreuses entreprises qui nous sollicitent pour dire comment on peut faire pour développer, mais vraiment développer de façon massive le solaire sur le port. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faudra qu'on discute. On travaille de fond sur les nouvelles énergies, GNVR, hydrogène. Et sur le traitement aussi, revalorisation des déchets, béton, ciment et boue. Alors ça, c'est un peu des projets qui sont plus concrets, on va dire, qui sont initiés, ou plus concrets, on va dire qu'on insère dans cette démarche de l'IT. Donc, travailler sur le solaire. On a, avec Interval 92, on a créé une conciergerie. Donc l'idée d'une conciergerie, c'est de faire travailler les entreprises locales, c'est de faire créer des circuits courts au service des salariés. Donc d'aller chercher au plus proche, que ce soit à Gennevilliers ou peut-être à Argenteuil, à Agnières, c'est surtout Gennevilliers, d'aller chercher des services pour les salariés. On a un projet de nouvelle logistique du traitement des déchets des cuves à béton et des toupies. Alors, on cherche un site. On a le process, on a les fournisseurs. Ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est pareil, c'est une demande. On n'a pas été chercher. Hein. C'est une demande des cimentiers, des bétonniers sur le port qui nous disent on est saturé, on a des prestataires qui n'arrivent pas à fournir. On n'en peut plus. Il y a un moment donné où ça va craquer. Donc, on a essayé de chercher des solutions. Alors, c'est très lent, ça prend du temps, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est dans cette démarche. Et le plan de mobilité. Donc la conciergerie, ça s'appelle la touche solidaire. Donc on l'a lancé avec Interval, parce que nous on ne peut pas tout faire. Donc on s'appuie sur cette association locale d'insertion. La mobilité, donc on a trouvé un partenaire qui s'appelle Mobilitic, qui est financé par l'ADEME et qui connaît très bien les démarches de l'IT et qui a déjà déployé ces solutions sur d'autres régions en France. Alors ça va plus loin qu'un plan. Alors les plans de mobilité, ils se font entreprise par entreprise. Sur le port, c'est compliqué. Donc nous, on va faire un plan de mobilité sur tout le port. Alors il y a l'étude, il y a le déploiement de l'expérimentation et il y a la pérennisation. Donc ça, c'est tout ce qui est plan de mobilité. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le déplacement des salariés, de quel point à quel point, quel mode de transport, à quelle heure, et est-ce que sur place, on a des solutions ou pas, et s'il n'y a pas les solutions, qu'est-ce qu'on peut alors les faire connaître, si elles existent, et si elles n'existent pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre en place. Donc ça va un peu plus loin que le plan enfin ça va même beaucoup plus loin que le plan de mobilité. Le projet de réduction des trajets et valorisation des déchets, donc, on travaille avec Vicat, Lafarge, Béton Solutions Mobile, Cola, FH, Cemex, Béton, et je crois que j'en ai oublié. Les panneaux solaires, donc ça c'est assez nouveau, dans le sens où c'est pas nouveau, on en parle depuis très longtemps, mais l'impulsion est commencée très récemment. Donc l'idée, c'est la mutualisation, de travailler avec des fournisseurs européens et de simplifier, ou pas forcément de simplifier, mais de rendre plus clair à nos membres les démarches. Parce qu'à chaque fois, ils nous disent « moi, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est compliqué, je suis perdu, ça fait 5 ans que je veux mettre des panneaux solaires et j'ai tout abandonné parce que je ne sais pas comment faire. » Donc, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises en faisant baisser les coûts grâce à la mutualisation et en les aidant aussi, en éclaircissant les démarches pour l'installation des panneaux solaires. Ça, c'est notre espace numérique, donc avec un espace salarié, un espace entreprise, où les entreprises pourront communiquer notamment sur leurs démarches et sur leurs propositions. C'est-à-dire que dans le démarche IT, on se met
autour d'une table, on dit moi j'ai des palettes, je ne sais pas quoi faire, tiens, ça tombe bien, j'en ai besoin. Ça là, en fait, c'est des ateliers en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année, en direct sur l'espace numérique. Et qui permettra aussi de partager des documents, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puisque soit on les partageait de façon publique, soit c'est un peu compliqué avec les systèmes qui existent aujourd'hui. Alors les défis de demain, c'est la densité des apporteurs de solutions, ça j'aurais dû le mettre tout en haut. C'est que vous l'avez compris qu'en fait sur le port on a déjà les apporteurs de solutions, donc on ne va pas forcément aller les chercher. Si, on va aller chercher des apporteurs de solutions qui n'existent pas sur le port et qui vont répondre aux besoins des entreprises qui sont là. Les apporteurs de solutions, c'est le recyclage, vous l'avez vu. Dans le projet qui était présenté juste avant, vous voyez que les apporteurs de solutions, Solvalor, etc., sont sur le port. Les accompagner dans leurs actions de sensibilisation, et ça, c'est pas évident, parce qu'on le voit, par exemple, Jean Plateau a parlé du méthaniseur. À peine on a parlé d'un méthaniseur que ça y est, c'est des leviers de bouclier dans tous les sens, parce que les gens fantasment, ils ne comprennent pas tenant les aboutissants. Donc l'intérêt, c'est d'accompagner aussi des gens qui sont parfois des ingénieurs, des énergéticiens, qui n'ont pas les clés de la communication pour aller... alors évidemment, dans les entreprises, vous allez me dire qu'il y a des services de communication, mais les services de communication, souvent, ils sont à Paris, ils ne sont pas là. Et répondre aux besoins non couverts localement, donc je vous dis, les apporteurs de solutions qui ne sont pas présents. Et pérenniser notre action, alors ça, c'est un des grands défis de demain, c'est qu'aujourd'hui, nous, la CPSA, je vous l'ai dit un petit peu, même si je simplifie, je caricature, c'est vrai que c'est le champagne et les petits fours, c'est-à-dire que c'est vraiment créer une synergie des entreprises du port, c'est-à-dire voilà, rassembler les entreprises du port autour d'une table. Aujourd'hui, ça se fait très bien parce que quand on a besoin d'un lieu, on a un lieu, quand on a besoin d'un restaurant, on a un restaurant, quand on a besoin de camions, on a des camions, quand on a besoin de navettes, on a des navettes. Ça se passe très bien parce que ce sont nos membres qui participent, qui nous accompagnent. Mais demain, si on veut pouvoir porter cette démarche-là, il va falloir qu'on trouve un modèle économique. Et puis après, convaincre et mobiliser les partenaires clés, voilà, ça c'est aussi un des défis. Le prochain événement, c'est 17 et 18 novembre, donc un hackathon sur le thème de la scène de l'innovation et de la biodiversité. Donc on a mobilisé quand même 300 étudiants qui vont venir de toute la France, qui vont se répartir en 50 équipes pour 10 défis, c'est-à-dire les faire travailler justement sur notre démarche IT avec des questionnements posés par les entreprises. La visite en live du port, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient avec des caméras sur le port et on va à la rencontre des entreprises. Ça ne dure pas très longtemps, ça s'est diffusé sur Internet en direct. Donc on va faire un premier test le 21 novembre, et puis après on essaiera de prolonger, de pérenniser. Voilà. S'il y a des questions. Voilà. J'ai tenu 10 minutes, ou j'ai fait plus long. Attends, tu veux un micro nettoyé. Allô ? Eh bien, on va finir en beauté. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-François Lamy. Je travaille au niveau du service développement économique de Grand Paris Sud-Est Avenir. Donc, il y a un peu plus d'un an de cela, en 2021, GPSEA a lancé sa démarche d'écologie industrielle et territoriale sur son territoire. Et l'objet de cette présentation, c'est un petit peu de vous expliquer le principe de ce dispositif et puis de vous présenter également le bilan de cette première année de lancement. Donc tout d'abord, pour vous situer un petit peu les choses, GPSEA, c'est un des territoires des 12 territoires de la métropole du Grand Paris, qui est situé dans le Val-de-Marne, au sud-est. Donc 16 communes, 314 000 habitants. Voilà, le chiffre un peu important ici dans le cas de la présentation, c'est 23 400 entreprises,
112 000 emplois, 40% d'espaces verts, c'est un petit peu notre particularité sur la métropole, parce qu'on a beaucoup d'espaces verts, on a des villes très urbaines, mais aussi très rurales, plus au sud, et puis différentes compétences classiques qu'on peut retrouver dans tous les territoires de la métropole et complémentaires. Donc le contexte et puis l'aspect opérationnel de cette démarche EIT, elle s'inscrit dans le cadre de notre plan climat air énergie qui a été adopté en octobre 2019 dans la partie économie circulaire et durable donc de ce plan, et plus précisément bien au niveau des actions en faveur des acteurs économiques, des entreprises où l'on fixe comme objectif de favoriser, de les encourager à réduire leur impact environnemental et de les aider à entamer leur transition vers un modèle économique plus durable. Alors, bon, Gildas en a parlé de la démarche EIT, mais je vais vous rappeler un petit peu la définition. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est une démarche d'économie circulaire qui consiste à mettre en commun les ressources d'acteurs économiques d'un même territoire. Ça, on l'a bien compris. Et ça se décline selon deux modalités. On l'a vu de cette manière-là. Soit en valorisant les ressources usagées de certaines entreprises pour répondre aux besoins d'autres entreprises en matière. Donc, effectivement, hein, tout simplement, c'est les déchets des uns qui deviennent les matières premières des autres. Soit en mutualisant, en partageant des ressources qui peuvent être matérielles, humaines, équipements. Et le but de tout ça, c'est de mettre en place des synergies ou écosystèmes entre ces acteurs, afin effectivement de créer des modèles économiques circulaires et de valoriser, régénérer des ressources plutôt que d'en faire des déchets. Alors, les objectifs de cette démarche pour le territoire, c'est d'améliorer la performance déjà des entreprises par la réduction des coûts de transport, d'approvisionnement en matières premières et de traitement des déchets, répondre aussi aux nouvelles réglementations environnementales, diminuer leur empreinte carbone et augmenter leurs achats responsables. C'est aussi participer à la réduction de la consommation des ressources naturelles, des pollutions et des nuisances sur notre territoire et d'encourager les économies d'énergie. Et puis, c'est aussi de valoriser notre territoire, de renforcer notre image et son attractivité par la préservation de la qualité de ces milieux et de ces ressources. Alors, dans quel cadre opérationnel on a lancé cette démarche ? Grand Paris Sud-Est Avenir bénéficie depuis le début du concours et du soutien de l'ADEME, suite à un appel à projet auquel le GPSEA a candidaté en 2020. Donc, outre la désignation d'un chargé de mission pour assurer le développement de son projet, le territoire a fait le choix d'être accompagné et conseillé par un prestataire en s'appuyant notamment sur la mise en place d'une animation collective et reposant aussi, c'est un peu la particularité, sur le déploiement d'un outil numérique collaboratif. L'objectif, c'était de proposer une solution rapidement opérationnelle, directement accessible et facilement appropriable pour les entreprises. Donc, à l'issue du lancement d'un marché d'AMO pour cet accompagnement, c'est le prestataire Upcycléa qui a été retenu. Donc, l'outil opérationnel, je vous parlais de la plateforme numérique, il s'agit de la plateforme MyUpcycléa qui permet ainsi aux entreprises participantes de recenser précisément leurs ressources et besoins sur le territoire, et puis en même temps d'identifier les synergies, les écosystèmes potentiels, et puis de les aider à leur mise en place concrète. Donc, MyUpcycléa, c'est un outil effectivement pour caractériser les données. Donc, de quelle manière ? C'est gratuit et sans engagement. C'est mis à disposition des entreprises qui le souhaitent. C'est disponible en ligne, et chaque entreprise qui dispose d'un compte dédié déclare la nature, la quantité et la localisation de soit ces gisements de ressources usagées, soit je dirais, ses besoins en réemploi ou en matières premières secondaires. Et puis, par ailleurs, c'est les intermédiaires. Ça peut être aussi des acteurs économiques qui précisent leur capacité de transformation. Que ce soit capacité de transport entre les entreprises qui ont des gisements et celles qui ont des besoins de collecte. Ça peut être du compostage aussi. Donc, c'est également MyUpcycléa, c'est un outil utile pour les entreprises puisque ça permet par ailleurs de générer une série d'indicateurs
qui vont mentionner pour les entreprises des éléments chiffrés de mesure d'impact. Alors des bilans déchets en moins, bilan CO2 en moins, bilan économique également. Donc cette première année de lancement de la démarche sur le territoire, eh bien, les grandes étapes, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Le premier temps a consisté à mettre en place une stratégie de mobilisation des entreprises. Ça s'est passé d'avril à décembre 2021, donc ça n'a pas été évident parce que c'était le contexte sanitaire, donc tout s'est un petit peu fait par le biais effectivement de mails, de webinaires, etc. Alors, on s'est d'abord adressé, pour cela, on a 23 000 entreprises. On s'est dit, on ne va pas s'adresser aux 23 000 entreprises, déjà, ça ne serait pas pertinent pour certaines, mais on s'est dit, on va plutôt s'adresser à des secteurs propices à la démarche, donc à savoir, sans surprise, le BTP, l'industrie et l'agroalimentaire, et plus largement la filière des biodéchets. Alors voilà, on a fait tout d'abord des mailings, des campagnes de phoning, on a informé, présenté la démarche aux entreprises, on a organisé aussi des ateliers, des webinaires. Et aujourd'hui, eh bien, on a à peu près une trentaine d'entreprises qui ont créé un compte sur Upcycléa. Le deuxième temps a servi ensuite à accompagner les entreprises dans la création d'écosystèmes. Ça, c'est à partir de janvier 2022. Donc on va y revenir tout de suite. Et puis en parallèle, on s'est dit qu'on a fait le choix de faire une déclinaison spécifique de la démarche sur la filière BTP, parce que c'était sans doute avec elle que ça avait finalement le moins bien marché. Alors le bilan des écosystèmes qui ont pu être créés au cours de cette année, c'est sur des matériaux finalement de nature différente et variée, que ce soit sur du bois particulièrement, sous diverses formes, contreplaqué, planches, parquet, ou même des branchages fragmentés pour le paillage, mais aussi sur des cartons ou des biodéchets. Alors d'autres restent encore à déployer, hein, vous voyez, et puis malheureusement, tout simplement, ça n'a pas forcément pu aboutir. Alors je vous ai mis un petit exemple d'écosystème. Donc l'entreprise Bamesa, qui est sur un autre port géré par Aropa, le port de Bonneuil, sur Marne. C'est une entreprise qui travaille l'acier, notamment pour l'automobile. Eh bien, elle a développé 3 synergies différentes et pourtant éloignées de son activité principale. Hein. C'est la mise en place d'un potager, en fait, à proximité de l'entreprise pour les salariés, qui a permis de mettre en place un partenariat avec le domaine de Grosbois, qui est un centre d'entraînement équestre assez important. Et puis un paysagiste du secteur pour amender les terres. Dans la démarche RSE de l'entreprise, elle avait ce souhait-là de créer un potager. Et puis par ailleurs, les coffrages en bois qui servent à cheminer les grosses bobines d'acier par voie fluviale, elles ont été réutilisées par un fabricant de meubles. Voilà, je vous en parlais, la déclinaison spécifique sur le BTP qui apparaît en tout petit, là je ne sais pas pourquoi. Donc effectivement, afin d'essayer d'approfondir le processus sur cette filière, on a souhaité, en lien avec notre service aménagement, associer plus précisément des bailleurs concernés par des projets de déconstruction sur le territoire. Et donc pour expérimenter la démarche, le choix de la structure pilote s'est porté sur le bailleur social Logial, qui avait manifesté son intérêt pour la démarche lors des ateliers. Et par rapport à un projet de déconstruction d'habitat collectif sur la commune d'Alfortville. Alors il faut savoir, vous le savez, hein, que sur leur projet de déconstruction, les bailleurs sont amenés réglementairement à établir des diagnostics PMD, produits, matériaux, déchets, c'est-à-dire des diagnostics où il est nécessaire de caractériser les éléments réemployables et recyclables. Et donc, l'objectif est ici, hein, de référencer les produits issus de la déconstruction au sein de notre logiciel MyUpcycléa, afin de permettre ensuite la création des synergies de recyclage avec des entreprises locales ou non, ou de réemploi sur d'autres chantiers de construction ou de rénovation sur le territoire, et notamment avec d'autres bailleurs. Donc, les objectifs... Hop, ça revient normal. Les objectifs de la deuxième année, on y est, hein, c'est de poursuivre la création d'écosystèmes supplémentaires en sensibilisant toujours plus d'entreprises, communiquer sur les synergies de mutualisation
hein, le principe de partage, d'approvisionnement, de services communs. C'est un peu ce qu'expliquait Gilles Daas, qui ne se sont pas développés, hein, au cours de cette année sur notre territoire. Et c'est poursuivre donc l'accompagnement également de notre bailleur Logial dans sa démarche et d'utiliser cette expérimentation quelque part avec ce bailleur comme démonstrateur pour mobiliser toujours plus d'entreprises du bâtiment. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si ça a été suffisamment clair pour vous. Merci beaucoup, Jean-François. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuelles sur les démarches d'écologie industrielle qui vous ont été présentées. Alors, on vous partagera aussi en format vidéo un retour d'expérience sur la démarche des deux rives. Donc, c'est Nathalie Jarros au sein de la RATP qui pilote notamment cette démarche et qui, donc c'est dans un contexte un peu différent, beaucoup plus dense au niveau urbain. C'est entre le 2e et 13e arrondissement de Paris, et qui donne lieu à des démarches, sœurs derrière, avec notamment une démarche de quartier circulaire qui s'amorce sur le 19e arrondissement. Voilà. Donc on va conclure. Stéphanie, je te laisse peut-être dire quelques mots. Non, simplement pour remercier tous nos intervenants et remercier le maire de Villiers de nous avoir accueillis sur sa ville et remercier Monsieur Plateau de nous avoir accueillis sur ce site qui est absolument fantastique et qui est vraiment, la vue est absolument captivante. Et merci également à CEMEX, à de Richebourg et à Gilda de nous avoir accompagnés dans l'organisation de cette session. Pour les personnes qui rentrent en navette, elle se trouve en bas et elle vous attend. Voilà.